merci infiniment de nous rejoindre pour ce talk qui va être consacré à l'Orient Express. Et on va s'interroger de la manière dont le design se met au service du mythe. On a l'immense chance d'accueillir Maxime Danjac, qui mérite une standing ovation parce qu'il est extrêmement talentueux, extrêmement occupé, il va nous en parler, et c'est à lui qu'on doit la matérialisation d'un fantasme commun. On a tous quelque chose en nous, j'ai envie de dire, d'Orient Express. Alors je n'ai pas chanté, j'ai failli, je me suis demandé, mais je ne l'ai pas chanté, parce que cette marque résonne dans l'imaginaire collectif. C'est les livres qu'on a lus, c'est cette espèce d'idée d'un voyage, d'un luxe inouï, vécu en tout petit comité et qui, je pense, parle aussi d'une époque qui semblait révolue. C'est littéralement ce que j'appelle l'extraordinaire en deux mots, c'est-à-dire ce qui sort du commun. Vous êtes celui qui avait piloté l'ensemble de ce projet, depuis l'idée, entre guillemets, jusqu'à sa conception. Il y a 2 bateaux énormes, un train, des défis techniques colossaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Maxime, d'abord, comment vous avez approché ce projet? Comment vous avez été amené à travailler sur ce projet? D'abord par un échec. J'ai présenté un concours pour un hôtel et je pense que j'ai mis la barre trop haut. En revanche, Sébastien Bazin, le PDG d'Accor qui était là, a tout de suite imaginé que je puisse essayer de répondre à cette première question qui était qu'est-ce qu'on peut réinventer après la découverte des 17 voitures originales numérotées de l'Orient Express entre 2 frontières des pays de l'Est. Donc c'est parti un peu comme j'ai vraiment l'impression d'être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, quoi. Un morceau de chance, je l'attendais, mais bon, on n'est pas obligé de tomber dessus. Donc il y a eu cette demande qui était en fait au départ pas aussi forte. On ne m'avait pas tout d'un coup demandé d'imaginer un processus industriel qui aurait engendré autant de puissance de feu autour d'une marque. Et je dois avouer que je me suis investi au-delà de l'entendement. On sortait du Covid. On a fait ça à très peu. Très peu et très vite. On a fait ça... en fait, ça s'est passé depuis janvier 2022 jusqu'à la sortie du Corinthien. Il se sera passé moins de 4 ans. Effectivement, passer 180 000 heures avec assez peu de gens efficaces, ça demande une tension assez forte. Donc, je suis assez heureux d'avoir eu la chance de travailler avec des très très bonnes personnes autour de moi et d'avoir su entraîner tout le monde dans ce truc qui, au départ, on était un peu seul, je dois l'avouer. Et on a réussi à en faire quelque chose de pas ordinaire. Quand on vous a parlé pour la première fois de l'Orient Express et des wagons, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? C'est toujours compliqué d'arriver après des gens qui ont excellé en concevant un train dont tout le monde a les références, plusieurs films, qui est repris, qui reroule sous d'autres labels. Et on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intéressant ou de valorisant pour la marque, ou même simplement valorisant intellectuellement, pour pas juste être ridicule. Donc au départ, en fait, j'ai essayé de tout oublier de ce que je savais sur cette époque. Et en fait, cette époque, je baigne dedans depuis mes études aux Beaux-Arts et même avant. Donc, je parle d'avant les années 80, et depuis cette époque, l'art en règle générale, entre 1900, l'avant-première guerre jusqu'à l'avant-deuxième guerre, est quelque chose que je travaille ou que j'apprends ou que je lis depuis le départ. Donc, en fait, l'Orient Express a mélangé, mixé tout ce que j'avais là-dessus,
mais que je me suis empressé d'oublier quand j'ai commencé à concevoir ça, pour ne pas copier, être nostalgique et essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Éviter le littéral. Oui, parce que de toute façon, ça n'avait pas grand intérêt. Et puis surtout, c'était tellement bien fait que c'était pas la peine de rajouter un truc uniquement qui servait à rien. Vous avez embrassé ce projet fou, on peut le dire, après une carrière relativement longue. Vous avez fait pas mal de choses. Est-ce que, alors je pense évidemment, vous êtes architecte, vous avez fait de la scénographie avec Hilton McConico, vous avez fait des mises en scène pour Dom Hermès, vous avez fait beaucoup de projets privés, etc. Est-ce que, pardon, il y a quelque chose qui domine, j'ai l'impression, dans ce que je connais de votre parcours, c'est la ligne, le plan. C'est lisible. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir eu un parcours pareil pour être capable de faire face à un projet d'une telle ampleur? Non, j'aurais pas l'arrogance de dire ça, parce que je pense que j'ai sûrement des consoeurs ou des confrères jeunes et dynamiques qui n'ont pas forcément le bagage culturel qui est lié à l'expérience, pour pas dire l'âge. Donc non, je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Moi, il se trouve que ça m'a beaucoup aidé. J'ai une formation classique d'architecte où j'ai appris à dessiner au rotring, au lavis, tracer mes ombres, et j'ai enseigné par des prix de Rome tout ce qui n'existe plus. Et en fait, que j'ai cultivé abondamment, parce qu'effectivement, tout le monde me disait que ça servirait plus à rien. Que déjà, il y avait une révolution de conception par ordinateur, de la CAO et autre chose. Et en fait, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir une différenciation culturelle et intellectuelle sur des projets de haut vol pour, entre guillemets, cultiver sa différence. Donc, il se trouve que je l'ai cultivé un peu seul pendant de nombreuses années. Heureusement, j'avais effectivement des clients assez exceptionnels qui venaient chercher ça. Donc, ça se passait en bouche à oreille. Et j'ai toujours développé la même éthique qui était effectivement, je ne peux pas concevoir quelque chose si la question qu'on me pose n'est pas intéressante, passionnante, pertinente. Donc, selon le célèbre adage « question idiote, réponse idiote », il m'est arrivé de m'effacer, pour le dire poliment, ou de renoncer parce que je savais que je n'avais pas grand-chose à apporter et ce n'était pas mon sujet. Moi, en fait, je suis très idéaliste, je continue à avoir une ambition lié à l'histoire de l'architecture. C'est compliqué d'exceller dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens très talentueux et on ne pond pas des œuvres de qualité comme ça. Quoi. D'abord, il faut un très bon client et ensuite, il faut avoir de quoi lui répondre sous plusieurs aspects. Moi, il se trouve que pour l'Orient Express, le côté culturel était extrêmement important. Fondamental. Un projet pareil nécessite, il me semble, une vision globale, mais aussi un souci aigu du moindre détail. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'une largeur absolue et d'une profondeur énorme. Comment est-ce que vous avez organisé vos interventions pour arriver à maîtriser en fait toutes ces étapes? Et est-ce que vous étiez accompagné par une très grande équipe ou est-ce qu'au contraire, ça ne marchait parce que c'était une petite équipe, presque une sorte de mode commando? Je pense qu'on est une sorte de start-up sur ce truc. Les gens qui ont conçu ce projet, les deux, train et bateau, se comptent sur les doigts d'une main. Après, il y a eu beaucoup de valeurs ajoutées spécifiques, mais on a fait ça en tir tendu avec très peu de monde. Donc il n'y a pas de perte en ligne. Et j'ai eu la chance en plus d'avoir mon client, mon maître d'ouvrage en face de moi quand il fallait. Donc en fait, dans ce genre de choses, on n'a pas le temps de perdre du temps. Je passe sur les délais du chantier de l'Atlantique qui a construit le France, le Queen Mary, le Normandie. Chez eux, 2 jours de retard, vous pouvez vendre votre maison et commencer à penser à faire autre chose. Il n'y a pas la place pour ne pas réussir. Donc moi, il se trouve que c'est un peu une approche que j'ai. Je donne ma parole, je m'engage sur des délais, sur de l'argent, sur un résultat. Donc ça, c'était pas nouveau. Après, l'équipe, je travaille comme beaucoup de mes confrères. J'essaye de tout contrôler, de tout maîtriser par le dessin ou autre. Et j'essaye de trouver des gens qui s'inscrivent un peu dans cette ligne. Et on arrive à travailler intelligemment, sans tension. Parce que sinon on n'arrive pas à avoir un résultat productif. Et j'essaye d'éliminer toutes les scories
qui pourrait amener une négativité. En fait, tout ce qui vient autour d'un projet, qui sont les histoires d'argent, de temps, de politique, de changement de décideurs, ça c'est moi qui l'assume, je fais le tri et je protège tous les gens qui sont derrière moi. Et je fais en sorte qu'ils aient de quoi s'exprimer, que ça soit en conception ou après en exécution. Donc j'ai toujours privilégié ça, ce qui fait que beaucoup de gens avec qui je me suis retrouvé sur ce projet, en fait je les connais, je les côtoie depuis 30 ans ou à peu près. Donc je ne suis pas venu frapper à leur porte parce que tout d'un coup j'avais plus de moyens. Non, je suis venu frapper à leur porte parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'on s'est régulièrement croisés. Vous dites, j'ai lu dans un interview que vous n'êtes pas un architecte du sur-mesure, mais un architecte, vous dites, à la mesure d'un client ou d'un projet. Est-ce que dans ce cas précis, la mesure n'est pas des mesures? Alors je joue un peu sur les mots, mais... Non, des mesures, en fait, ça voudrait dire que je suis tombé sur des fous qui m'ont dit « vas-y, fais-toi plaisir, on comptera après ». Non. Accor est un groupe coté au CAC 40 avec des dirigeants extrêmement bons. Ça demandait une précision redoutable. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, quand vous arrivez avec un très beau projet, en plus qui... c'est pas qu'une marque ou un nom, il se trouve qu'on amenait une vision ou une envie et on a été beaucoup suivis. Sous-entendu, il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, voulaient participer à ça. Donc c'est tellement plus facile d'avoir à faire un choix, et d'avoir... de fédérer des volontaires. Oui. Donc bon, là-dessus, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a donc un train avec 17 wagons, 19 wagons. Oui, en fait, il y a toujours 17 wagons qui roulent à peu près. Pourquoi? Parce que ça dépend des longueurs des quais en Europe. Et 340 mètres, c'est à peu près la longueur standard possible. Mais par contre, on en aura 2 de plus pour pouvoir s'amuser et varier les plaisirs. Il y a 2 voiliers gigantesques qui sont construits dans les chantiers de l'Atlantique, qui font 220 mètres de long. Il y a tous les objets qui vont animer, c'est-à-dire le mobilier évidemment, mais les arts de la table, le textile, les moindres détails. Il y a, si j'ai bien compris, même le graphisme. Il y a aussi des projets d'hôtels. La part, je dirais, industrielle, l'ingénierie qui a été déployée pour ce projet, c'est extrêmement singulier dans une vie d'architecte. Est-ce que ça a ajouté une difficulté particulière ou est-ce que c'était juste le moment en fait d'élargir entre guillemets le spectre d'un point de vue esthétique et technique? Alors moi j'ai toujours une petite image. Je pense que j'aurais été incapable de diriger un orchestre symphonique à 35 ans. Un orchestre de chambre, un petit trio. Et il y a un moment où quand vous avez, par exemple sur le navire actuellement, il y a 1200 personnes qui travaillent 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et vous avez quasiment la même chose à terre. Vous pouvez pas être dans l'approximatif ou dans l'à peu près. Donc ça, c'est exceptionnel. Mais en même temps, cette marque, Orient Express, c'est comme ça que j'ai commencé avec Sébastien Bazin, mon client. Je lui ai expliqué comment j'allais faire. En fait, c'est une marque qui, dans les années 1900, avait 14 000 fiches produits qu'ils concevaient et fabriquaient et qu'ils stockaient dans leurs entrepôts. Et ces produits qui allaient de la fourchette à l'assiette, à la cafetière ou à la couverture étaient dessinés parfaitement. Donc il y a des planches où on voit sur une cafetière, on pourrait dessiner une façade d'immeuble avec la même précision, les mêmes traits. Et j'ai donc dit à Sébastien, nous on va faire pareil. Et on va faire ça avec le même type de technique, mais surtout on va faire pareil. On va être aussi précis. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait cru. Le contrôle de gestion a dû paniquer? Non, parce que je leur ai pas parlé. Donc, on a vraiment procédé comme ça. Après, sur cette mesure ou des mesures, encore une fois, c'est un parfait contrôle, parce que si jamais on avait été démesuré,
on n'aurait pas pu faire travailler un certain nombre de personnes, parce qu'à un moment, quand il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget. Donc vous avez beau pleurer, donc à un moment, ce sont des arbitrages. Et donc, comme on avait dit à nos clients qu'on allait faire exactement comme ça avait été fait en 1920, c'est-à-dire dessiner intégralement tout. Et on a après essayé de trouver ceux qui avaient une légitimité. Par exemple, à Wieland, pourquoi ? Parce que Suzanne Lalique, qui était la fille de René Lalique, avait travaillé sur les projets Orient Express en imaginant des textiles qui sont super forts. Et elle a épousé à Wieland. Donc elle est passée du verre et du cristal à la porcelaine. Et elle avait dessiné des assiettes pour à Wieland à l'époque, Orient Express, et pour la Manufacture Royale de Sèvres. En faisant ces recherches, la Manufacture Royale de Sèvres est venue nous voir en nous disant « mais pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas ?» Donc on a eu la chance de pouvoir dessiner des assiettes et de la vaisselle avec la Manufacture Royale de Sèvres. Et ça s'est passé à peu près pour tout. En fait, il n'y a pas de dropping name. On n'est pas allé chercher quelqu'un parce qu'il a beaucoup de followers et on dit qu'il est bon. En fait, on s'est détaché de ça. Plus c'était tendance, plus on est parti en courant. En revanche, la légitimité des entreprises, des sociétés, des artisans qui est entré sur les deux projets a contribué au fait d'avoir un concept extrêmement fort. Et encore une fois, cette démesure, beaucoup pourraient dire « Ah, la broderie sur bois ». La broderie sur bois, Jean-Brieuc-Chevalier, je marche dans un salon en 2022 et je vois sur un petit meuble à peu près 10 cm par 10 cm d'un principe de broderie. Et je vais voir Jean Brieuc et je lui dis « Mais c'est quoi ça ?» Il me dit « C'est de la broderie sur bois ». Je dis « Ah, ok ». J'avais jamais entendu parler ni vu un tel degré de précision et de qualité. Et je me suis dit que plutôt que de me relancer dans des marqueteries qui avaient été très bien faits en 1920 avec René Proux et d'autres, j'allais essayer de trouver une autre technique murale plus forte et qui fasse appel aussi à des savoir-faire français. Et donc, on est passé d'un petit prototype à 30 têtes de lit cintrées qui font à peu près 1,90 m de large sur 1 mètre de haut, dans lequel on a fait, nous, un dessin assez géométrique qui rappelait toute notre histoire. Et ensuite, ça a été percé de 70 000 trous pour pouvoir y coudre à la main 35 000 perles japonaises, toutes différentes. Toutes différentes, ça veut dire que sur les 35 000, il y a au moins 10 perles différentes pour faire des motifs. Ça a été mis en œuvre, pas au Népal, pas loin, ça a été fait à Angers. Et il y a 2 personnes qui se relaient, elles passent à peu près entre 190 et 220 heures pour pouvoir faire ça. Par tête de lit. Par tête de lit. Il se trouve qu'après, Jean Brieuc a obtenu cette année le prix de la Bettencourt, de la Fondation de la Main, comme 2-3 autres personnes qu'on a sur le projet. Je suis content de l'avoir eu avant, d'abord pour une question de prix, de budget, et ensuite pour justement l'avoir aidé à pousser un concept formidable d'une façon industrielle et très loin. Parce que, pour finir l'histoire sans embêter tout le monde, quand on fait de la couture, on a un fil, et quand on a un fil, il a une épaisseur. Et quand on a une épaisseur et qu'on a de la colle à mettre entre un plaquage sur lequel il y a des perles qui est déjà verni, qui est déjà verni, 1, ça risque de gondoler, et 2, il y a une surépaisseur. Alors quand en plus vous le mettez dans un train qui vibre et sur lequel on ne peut pas mettre n'importe quel support, vous touchez le fond de la technicité. Donc ça, moi j'aime, mais j'aime le contrôler. Donc ça veut dire que je suis obligé de le traiter avec des gens qui parlent la même langue que moi. Et on n'est pas si nombreux que ça en fait. Est-ce que la France, de ce point de vue-là, est particulière avec des artisans d'art particulièrement, oui, je me répète, vraiment doués, vraiment innovants et qu'on a par rapport à d'autres pays, y compris en Europe, un atout exceptionnel de ce point de vue? On est super gâtés. On a plein d'artisans et de maîtres d'art exceptionnels. À leur décharge, la plupart du temps, ils ne savent pas forcément super bien se vendre, pour ne pas dire pire. Ils ne sont pas forcément glamour, ils ne sont pas sur Instagram, ils bossent. J'en connais plein qui sont super forts, mais bon, ne serait-ce que de prendre un rendez-vous, de prendre un train, amener un prototype, tout d'un coup, ça met en l'air leur vie, c'est compliqué. Donc il faut les épauler et en fait, il faut les protéger.
Bon, ils ne sont pas tous comme ça, je vous rassure. Par exemple, les ateliers Dauphard, François Xavier, lui, il est exceptionnel, il a un savoir-faire, il a le prix de la main, et en même temps, c'est quelqu'un qui sait vraiment vendre son produit et l'inventer techniquement. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et donc, dans tous les métiers, le verre, le métal, les finitions, la dinanderie, la laque, l'ébénisterie, la sculpture sur bois, sur n'importe quoi, plus les gens qui arrivent, qui vont se mettre à mettre de la résine, Jean Brieuc qui fait de la couture avec des perles, pour des concepteurs entreprenants qui sont capables de... Je vous encourage à essayer de convaincre un client de faire une tête de lit avec de la broderie, avec des perles japonaises. Il faut avoir une vision et une détermination extrêmement forte pour arriver à pousser une idée pareille. Donc, de temps en temps, vous êtes même obligé de l'autofinancer pour qu'à un moment, ils se retrouvent devant ce truc et qu'ils disent « c'est quoi ça ?» Ah oui, quand même. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Et de toute façon, c'est un peu ce que je fais tout le temps. Donc, quand j'ai vraiment l'intention de produire quelque chose, ben, je vais aller... C'est peut-être là qu'il y a une démesure. De temps en temps, il faut juste pousser son idée pour qu'elle soit protégée et qu'elle soit exécutée. Vous êtes un passionné d'art déco, un passionné de Renaissance italienne, de lignes classiques, et vous dites que ce sont les outils qui vous permettent depuis toujours d'articuler vos créations. Est-ce que ça a été le cas pour Orient Express ou est-ce que vous avez dû avoir recours à d'autres ressources pour un chantier de cette ampleur? Juste pour comprendre, sur le navire, on a à peu près 10 000 mètres carrés. On a 54 suites qui sont toutes différentes parce qu'un bateau n'a pas la même dimension sur toute la linéarité, donc on n'est pas dans un bâtiment. Et je dirais que chaque fois qu'on ouvrait un dossier restaurant, on avait en face de nous 20 personnes qui nous attendaient au tournant pour parler de vibration, de sécurité, de feu, de normes, de poids, de normes, de délai. Bon, okay. Et donc c'était à chaque fois des gens différents. Et donc il y a un moment, il y a une organisation massive, quasiment militaire, pour arriver à produire. Donc il est évident qu'on n'est pas tout seul, mais ensuite ça se tient comme une équipe soudée parce que quand vous recevez 50 emails à 3h du matin un samedi pour vous dire que ces plans sont disponibles et que vous avez 8 jours pour les valider, si vous n'avez pas des gens capables de les ouvrir, de voir qu'on vous a piqué 10 cm sur un couloir pour mettre de l'isolation, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Ça aussi, ça m'amuse. Et j'aime bien le fait qu'on ait des objectifs et qu'on les tienne. Alors après, de temps en temps, quand c'est pas possible, on le dit. Mais voilà. Et le début de la question, c'était quoi? Ah oui, je suis pas passionné, en fait. J'aime pas ce terme parce que je le trouve très galvaudé. En fait, moi, j'ai encore une fois été éduqué aux Beaux-Arts où j'avais des prix de Rome qui m'ont appris à dessiner des arcs-boutants de Notre-Dame à main levée sans perroquet et me passer d'un certain nombre de choses. Et en fait, depuis que j'ai 18 ans, j'achète des livres anciens. En fait, les traités d'architecture de Blondel, de Ledoux, de Palladio, moi, j'ai toujours aimé les avoir en originaux. Je les chine depuis à peu près 40 ans, donc ça ne s'est pas fait comme ça. Après, je les consulte dans le texte, c'est assez agréable, donc ça donne juste envie de faire mieux. Ensuite, l'architecture classique, et en plus française, c'est un régal de somme de connaissances, de talents. Et donc, moi, je me suis plongé dedans. Et comme Obélix, je suis tombé dans la marmite. Après, toutes les filiations, l'art déco, de savoir d'où ça vient, pourquoi tout d'un coup, on est passé de l'art nouveau, on est passé de Glasgow en Belgique, on est passé un peu en Hollande, puis l'art nouveau à Paris, comment c'est devenu. Au niveau historique, c'est super intéressant. Quand vous avez cette vision un peu historique, qui n'est pas uniquement stylistique, qu'en plus vous rajoutez qu'est-ce qui s'est passé au niveau historique ou culturel, littéraire ou musical, vous avez une vision légèrement plus étoffée qui, quand vous avez à réfléchir après par vous-même, vous donne peut-être un bagage culturel et une épaisseur un peu plus forte. Venons à l'esthétique. Vous avez parlé de l'art déco et de ce qui la nourrit. Quel fil
avez-vous tiré pour arriver à projeter l'art déco, le style art déco, qui est très défini, vers le futur? Pour arriver justement à faire quelque chose qui ne soit pas passéiste, entre guillemets, mais qui exprime vraiment une esthétique contemporaine et futuriste. En fait, la chance de l'art déco, contrairement à l'art nouveau ou autre qui est très marqué, c'est que, et c'est ce qui est exposé au musée, pas dans la grande nef, Au mais musée des Arts Décoratifs, il faut y aller. en fait, On voit même, d'ailleurs, pardon, on voit même un wagon. oui, enfin, on voit pas mal de choses, mais surtout on voit bon, les autres, Ruhlmann, Franck et tout le monde, et on voit justement le savoir-faire. Et en fait, donc Anne Monnier, qui est la conservatrice, a vraiment travaillé là-dessus. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, parce que moi je parle de grammaire de l'art déco, enfin elle aussi d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons inventé. Donc en fait, il y a une sorte de vocabulaire, d'alphabet, de grammaire de ce style. Et en fait, c'est extrêmement contemporain parce que la plupart du temps, c'est un très bon plan, un apport de la géométrie. En fait, on n'a pas beaucoup de place on n'a pas la place de cacher la misère d'un détail mal fait parce que l'ornement a une place pas si importante que ça. Il ne faut pas oublier que l'art déco, c'est un panel assez large qui couvre beaucoup de gens de l'époque qui ont eu plusieurs appellations, que ce soit le Salon des artistes décorateurs et autres, ou l'UAM. Mais en fait, entre des Allemands qui ont fait des pavillons assez rigides, mais qui étaient aussi de cette époque-là, jusqu'à Jean-Michel Franck, où on a une épuration du détail maximum, on a quand même un panel très large. Donc ça laisse le loisir à beaucoup de concepteurs de différentes époques, y compris modernes, de pouvoir s'exprimer sans plagier ou sans copier. Donc je dirais que ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont interdits, de l'ivoire, de la nacre, donc il faut les remplacer par des acétates de cellulose, par exemple sur les boiseries, enfin sur les marqueteries de proue. Les vernis ont évolué, le travail sur les métaux, les finitions s'est enrichi, les fixations ont aussi pas mal évolué. Après, avec ça, on jongle d'une façon plutôt... Enfin, c'est que de la joie, quoi. Je veux dire, vous avez juste un panel super riche. Après, vous savez que vous ne pouvez pas utiliser 18 couleurs parce que ce n'est pas le cas. Vous pouvez jouer sur les reflets, les mats, les brillants. Certains motifs géométriques, on en a vu sur certaines photos, sur des panneaux. Oui, mais en fait, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des patterns. Donc ça veut dire qu'on est passé de la corbeille de fruits, Art Nouveau et autres, à quelque chose de beaucoup plus épuré. Ensuite, on se retrouve avec des grecs, avec des gaudrons, avec ce qu'on veut en fait, qui peut être répété d'une façon géométrique. Mais la géométrie dans le détail, pour moi, est très très importante. On la retrouve dans les tapis et on la retrouve en petites touches, en leitmotiv, comme un petit gimmick musical qui reviendrait. Ponctuation. C'est une ponctuation. Et après, avec un vocabulaire, une grammaire et une ponctuation, je pense qu'on est tous capables d'écrire quelque chose de correct. Mais alors plus ou moins bien quand même. Hein. Non, je sais pas, non. Voilà. Ah si, il y a des auteurs plus doués que d'autres quand même. À vous écouter, ce métier, c'est un dialogue entre romantisme et combat. Ah oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et au cours de ce projet, quelle est la part qu'il a emporté? Le romantisme ou le combat? Ouais, peut-être comme dans beaucoup d'histoires. D'abord, c'est un romantisme total, parce que vous mettez tout sur le papier, vous êtes assez seul. Donc là, vous avez assez peu de... Moi, j'ai pas d'obstacle. Peut-être le regard de ma femme qui va tout d'un coup m'expliquer que ce que je fais est passablement nul. Donc bon, j'écoute. Mais sinon, on travaille, on crée, on développe. Et puis après, je dirais que les ennuis commencent, parce que commencent à arriver les gens qui disent combien, quand, où, pas possible. Non, j'aime pas. Et là, je rentre de la phase de combat. Et je dois avouer que j'aime bien ça, parce qu'en fait, bon, je pratique ça depuis que je suis tout petit, le vrai combat physique, donc j'aime bien. Et ça m'aide à juste maintenir ma tension, de temps en temps, justement me détendre, même quand j'ai des gens en face de moi, comme ça t'est arrivé au chantier de l'Atlantique, qui tout d'un coup vous mettent une pression et expliquent que votre projet n'est pas possible. Et donc là, il y a un moment où il faut faire pression et imposer sa volonté. Et je peux vous assurer que j'ai un ou deux souvenirs de réunions au chantier de l'Atlantique dont on se souviendra des deux côtés parce que ce projet était de temps en temps sur un fil, avec des gens
de confiance, qui ont justement su avoir cette vision et la partager. Mais bon, il y a quand même eu des moments très difficiles. Après, amener une très bonne idée, un très beau concept, un très bon dessin au bout, si possible amélioré, chez tout le monde, ça se fait pas d'une façon linéaire. Et c'est un combat. C'est un combat de technique, de stabilité. Quelqu'un va vous proposer un truc trop épais, vous allez avoir une moulure qui n'est pas bonne, une jonction dégueulasse. Le type va pas savoir faire un certain nombre de choses. Et là, ou vous lui prouvez que vous avez raison, ou il y a un moment, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc moi, c'est une phase que je ne lâche pas. Et en fait, le chantier et l'exécution sont quand même la clé d'un résultat que vous pouvez assumer. Et moi, en tant qu'architecte, parce que des PLG, enfin, de la vieille école, on engage notre responsabilité et notre nom sur nos projets. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui va faire un truc à ma place et qui va me présenter un truc qui ne me convient pas. Ça veut dire qu'il faut associer conviction absolue de ce qu'on fait et exigence totale. Bon, on n'est pas les seuls. Hein. Dans beaucoup de métiers, si vous ne faites pas ça en tant qu'avocat, chirurgien ou autre... Ou pilote. Ouais, donc oui, de temps en temps, c'est assez usant. Mais en même temps, nous, on a beaucoup de chance. Moi, je passe mon temps à voyager, rencontrer des gens qui font des choses différentes, des maçons américains ou japonais. Bon, ça pourrait être pire. En plus, vous arrivez dans des terrains, dans des chantiers de l'Atlantique, vous avez une cale qui est plus grande que ce hall, dans lequel, à un moment, on va vous dire vous allez avoir un truc de 220 mètres. Bon, donc ça vaut le coup de se battre. Ça a été amusant. Moi, je ferais poser cette question aux quelques personnes qui sont autour de moi, mais il y a deux choses qu'on n'a pas lâchées pendant 4 ans, c'est les repas, dans lequel justement le fait de déjeuner, de dîner tard, de toujours être autour d'une bonne table est super importante. Et ensuite, le reste, on peut pas bosser pendant 4 ans avec une telle tension sans vraiment avoir une sorte de légèreté. Moi, je reste humble, entre guillemets. Bon, ok, les projets sont exceptionnels, j'ai beaucoup de chance. Je suis entouré par pas mal de monde très efficace. Donc, j'ai tendance à pas trop me prendre au sérieux sur ce genre de choses. Et ça permet de garder un certain sens de l'humour parce que, bon, il suffit de se tourner dans l'histoire. On n'est pas de chaque siècle. Il y a très peu de très bons qui restent. Moi, j'ai été élevé comme ça, mais on m'a posé la question quand à l'école. On disait, mais est-ce que vous connaissez William Bouguereau? Bon, William Bouguereau, je ne le connaissais pas bien. C'est un des premiers peintres pompiers français qui est exposé au Louvre et qui avait des sujets tels que Vercingétorix. Et en 1890, ce peintre, il est beaucoup plus célèbre que tous ceux que vous connaissez. Courbet, Corot, Manet. Il a pignon sur rue, il gagne beaucoup d'argent et il peint beaucoup. Bon, 100 ans plus tard, il n'est plus beaucoup là. Et je préfère ne pas être un futur William Bouguereau. Orient Express pourrait être vu comme une sorte de projet ultime, parce qu'exceptionnel dans une carrière d'architecte. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'au contraire, il y a d'autres projets que vous rêvez de réaliser? J'ai un appétit colossal. Non, c'est pas du tout mon dernier projet. Et, j'ai juste envie que ça se termine. Alors ça va se terminer quand? Pour moi, la première quille, c'est le 24 avril, la livraison du navire, comme prévu 4 ans plus tôt. Donc ça, c'est un vrai cap. Ensuite, c'est la livraison des premières voitures du train 1 an plus tard. Mais entre guillemets, tout est déjà fait. Et là, c'est juste moi qui ai dû être sur le dos de tout le monde pour justement arriver à tenir nos délais. Mais je n'ai pas du tout l'impression d'avoir atteint mon climax, au contraire. Le deuxième bateau va être livré printemps 27 ? 1 an plus tard. En fait, les chantiers ils fonctionnent par slot. Et vous avez une place de parking jusqu'au 24 avril 2026 et 24 avril 2027. Après, c'est quelqu'un d'autre. D'accord, à vous de vous débrouiller pour que ce qui sort du slot soit prêt. C'est obligatoirement prêt, sinon c'est une très mauvaise blague pour beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire le 25 avril 2027 ? Si je peux vous le dire, mais bon,
D'abord, j'ai pas le pied marin, donc je vais pas être le premier à me précipiter, parce que même quand je monte sur un pédalo, je trouve que ça bouge un petit peu. J'ai un problème d'oreille interne, mais bon, évidemment, j'irai. Non, qu'est-ce que je ferais? Moi, je pense déjà à plus tard. Moi, j'ai juste envie de... Quand je dis j'ai beaucoup d'appétit, mais j'ai une ambition assez simple. Moi, je suis toujours porté par la perfection de la Villa Savoye, de la maison de verre de Charot, des maisons de Richard Neutra. Moi, juste une maison qui reste, une maison exceptionnelle avec un client exceptionnel, c'est ça que je veux en fait. Et enfin, je reste un architecte. Ok, c'est des très gros projets, il y a beaucoup de monde. Comment dire, ça se termine comme dans un film. Vous avez fait le film, vous avez eu un générique assez pléthorique, vous avez eu beaucoup de gens. Et l'idée, c'est pas d'avoir un énorme coup de blues après ça. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, je suis très vite tourné vers autre chose. Et je suis pas ancré en me disant... j'ai Judith Louette qui travaille avec moi, qui est architecte d'intérieur, qui a dessiné le train et la moitié du navire avec moi, qui se moque de moi parce qu'au MAD, l'exposition, il y a mon nom partout avec ma date de naissance. Et elle m'expliquait que bon, on va dire, c'était un truc un peu dangereux parce qu'il manquait plus que la date de décès. Mais moi, voilà, cette étape est passée et je ne suis pas du tout ancré là-dedans. Je suis très content de l'avoir fait, comme quand j'avais fait Guerlain sur les Champs-Élysées et des projets. J'ai fait un bloc opératoire super contemporain techniquement. J'ai fait des projets vraiment différents. J'aime bien me renouveler parce que, en fait, quand vous êtes très spécialisé, ça devient très ennuyeux. Vous avez les mêmes trucs. Donc, au départ, on a dit à Sébastien Bazin, oh là là, prends pas un type qui a jamais fait de bateau parce que ça va être un cauchemar. Okay. Je pense que la seule façon d'avoir cassé tous les logiciels du chantier de l'Atlantique en leur disant qu'on serait justement capable de faire quelque chose de sur-mesure et non pas thermoformé tel qu'ils les faisaient avec des choses très normées, c'était justement d'avoir quelqu'un hors du sérail. Donc, s'entourer de gens, effectivement, avec une grosse expérience là-dessus, mais être capable de littéralement casser la table. Mais on ne le refait pas tout le temps dans chacune des spécialités. Bon, alors on a hâte de voir de quelle manière vous allez casser le prochain moule. Merci infiniment. Il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, personne? Ah. Alors on va vous donner un micro. Bonjour, alors moi j'ai une petite question. Ce serait sur le processus créatif et comment est-ce que vous collaborez avec les différentes personnes de votre agence. Quand vous commencez un projet, est-ce que vous commencez par des recherches plutôt historiques? Quelle histoire vous avez envie de raconter? Quelle émotion vous avez envie de transmettre? Ou est-ce que ça va être vraiment par la forme, par le dessin? Voilà, comment est-ce que vous commencez un projet? Alors, bon, elles ne sont pas là, mais elles auraient pu en parler. En fait, la recherche historique, je vais être un peu prétentieux, mais j'ai déjà faite. Donc, tout d'un coup, je vais leur dire, pour une pièce spécifique, tiens, regarde ce que faisait Dupré-Lafont, Paul Dupré-Lafont à cette époque, ou regarde certaines fantaisies d'Emilio Terri. La plupart du temps, elles ne connaissent pas. Et ensuite, je sais en plus qui a fabriqué ou qui a fait quoi. Donc, je les entraîne là-dessus. Deuxième chose, je débranche leurs ordinateurs parce que c'est insupportable de concevoir pour moi directement sur un écran. Il n'y a pas d'échelle. Et j'oblige tout le monde à dessiner, de comprendre ce qu'il dessine. Quand il y a deux traits, il y a une épaisseur, il y a une forme. À partir du moment où ça tourne, c'est plus cher. À partir du moment où c'est très épais, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc la conception est fondamentale au départ. Elle doit être liée vraiment avec la question et le sujet. Donc en fait, moi j'ai une vision, j'ai une idée, mais je ne l'impose pas aux autres. On se parle, on se briefe, on se raconte pendant 2 heures des trucs. Puis après, chacun repart dans son coin, crayonne. On se retrouve, on discute. Ça fait une sorte de ping-pong, en fait, oui. progressif. Progressif, avec des apports culturels. Pas forcément massifs, parce que régulièrement, ça peut enterrer le processus de création et ça peut
ça peut inquiéter les gens parce qu'effectivement, quand on se plonge dans des épures de Ruhlmann et autres, on se dit qu'est-ce que je peux faire de plus? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement son rapport de proportion qui est très différent, qui n'est pas classique, mais qui en même temps apporte un langage nouveau. Et là ils comprennent qu'on peut faire autre chose. Et après, sur le détail technique, à force, je les oblige de temps en temps à très vite parler. Si tout d'un coup il y a du métal, je fais venir quelqu'un avec qui je bosse depuis longtemps. Et quand on va tirer un rayon, le type va expliquer ça, tu ne peux pas le cintrer, tu ne peux pas le faire. Ou si tu le fais, tu pourras le faire avec un truc qui est juste pas ce que tu veux. Donc en fait, ce processus, il est très riche dès le départ. C'est pour ça que, entre guillemets, mes esquisses ou mes premières idées, je ne les galvaude pas parce que c'est quasiment là où sort l'essence du projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Personne? Voilà, j'ai envie de... Ah si, deuxième question. Oui, bonjour. Je m'intéresse quand même. Quel était le moment le plus remarquable dans ce trajet? Non, alors là, j'ai pas la réponse parce que, en fait, tu disais tout à l'heure, c'est des années qui comptent triple. D'abord, j'espère pas avoir pris 9 ans en 3 ans, mais effectivement, c'est assez riche. Donc, j'ai eu plein de moments, quand on trouve une idée, par exemple sur le train, le simple fait d'avoir trouvé un plan unique avec une salle de bain, une salle de douche circulaire et un plan extrêmement pointu qui résolvait beaucoup de problèmes, pardon. Techniquement. Ça Qui réglait le problème technique. Non, de technique gestion et de non, l'espace. esthétique. C'est-à-dire que bon, si on passait à travers un cylindre en verre, on augmentait la perspective dans le wagon, donc on augmentait la sensation de place dans quelque chose qui est assez étroit. Donc on prolongeait. Moi, je travaille beaucoup sur la perspective et la ligne de fuite. Et donc, ce plan-là, il apportait quelque chose de nouveau. Donc, on était super contents. Voilà. Après, voilà, quand tout d'un coup, on se retrouve au chantier de l'Atlantique et qu'on a un truc de 220 mètres que vous avez dessiné de bout en bout, y compris la livrée extérieure. Au départ, les gens là-bas, ils mettaient par exemple des murs en verre de 2,50 m pour pas avoir de vent. Moi, je leur ai dit, mais sur le Normandie, les bastingages, il n'y avait pas de verre. Donc, si quelqu'un prend un voilier, parce qu'en fait, il marche à voile sans moteur, on l'a fait, ça marche. C'est pour retrouver ce sentiment d'embrun et de vent, pas d'être dans une caisse en plastique avec des piscines à l'intérieur. Donc, en fait, ça, quand tout d'un coup, vous cassez ces codes, que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec les objets en vrai devant vous, c'est stupéfiant. De temps en temps, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, et je me dis, mais... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien nous qui faisons ça? Donc, beaucoup de moments exaltants qui sont encore plus importants que les moments vraiment compliqués. Il nous reste 2 minutes, donc le temps d'une dernière question. Ah, oui. Bonjour, ma question est sur les objets. Et le mobilier, vous avez évoqué tout à l'heure la broderie sur bois et comment vous avez pris en compte les contraintes liées aux vibrations du train. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de comment vous avez pris en compte ces contraintes d'être sur des espaces qui bougent et qui vibrent? En fait, on n'a fait que ça. Donc sur le train, on est à 100% français. On a travaillé avec des gens pointus. Et je vous donne un exemple sur le confort. Par exemple, sur une mousse, on a des tranches de mousse qui donnent un certain confort. Mais pour éviter d'avoir des dégagements toxiques, ces mousses-là, d'abord, elles sont compliquées, elles sont chères et elles sont compliquées à mettre en œuvre pour avoir le confort et la sécurité. Donc c'est un développement technique extrêmement fort. Par exemple, sur le train, plus le centre de gravité est bas, plus on est sûr de ne pas avoir à les attacher, donc avec un peu de poids. Donc ça donne des formes de base qui sont un peu plus larges ou des écartements de pieds. Mais comme le diable est dans le détail, si vous écartez trop les pieds, dans un restaurant, vous tapez vos chaussures quand vous vous déplacez. C'est pas bon. Donc en fait, c'était toujours un arbitrage entre confort et contraintes techniques. Mais pour vous répondre, dans un premier lieu,
c'est toujours la technique et la sécurité qui passent en premier. C'est-à-dire que Ça n'est pas négociable. non, c'est non négociable parce que, bon, je vais pas reprendre d'exemple récent, mais on sait exactement ce que produisent tout ce qu'on fait la plupart du temps, et donc on ne peut pas se permettre de tricher là-dessus. Et donc, par exemple, sur le train, moi, j'ai mis au point un petit fauteuil et je m'étais dit que je voulais encaisser la vibration du train. Donc, il a une sorte de petit noyau qui fait qu'il bouge légèrement. Donc, on se balance tout doucement. Dans un train, j'avais toujours compliqué de faire ça pour discuter avec la personne d'à côté. Donc, on a fait des socles qui pouvaient aussi tourner. Ensuite, essayer justement dans un train d'avoir des petites découvertes ferroviaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, un footstool, ça puisse devenir en dessous un coffre sans que ça ressemble à un truc un peu du commerce. Ensuite, en mettant une galette dessus, le transformer en assise. Et donc, c'est que ce genre de jeu. Mais en fait, nous, on fait ce métier pour s'amuser. Donc, c'est pas uniquement pour faire des kilomètres de banquette. Donc, c'était un mélange de tout ça. Merci infiniment. C'est la fin de cette conférence. Merci encore. Bravo. On a hâte de voir tout cela en vrai.